Bonjour et bienvenue dans Genzen, le podcast où on cultive la zénitude avec les enfants à travers des techniques et des activités simples et accessibles à tous. Bon, alors embarquons sans attendre dans ce premier épisode et un premier épisode où on va notamment parler de sophrologie. Et si j'ai choisi la sophrologie pour inaugurer ce podcast, c'est pas un hasard parce que en ce qui me concerne, c'est ce qui m'a permis de me reconnecter avec mon corps, d'apprendre à lâcher prise. Et c'était important pour moi de commencer le podcast avec cette technique et avec toi, Marcella. On va se tutoyer, on se connaît. Et tu as été pour moi une grande inspiration pour créer ce podcast. C'est pour ça que je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui comme première invitée. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Alors, tu es sophrologue, pas seulement, parce que tu es aussi poétesse. On n'aura pas forcément l'occasion trop de parler de ça aujourd'hui, mais bon, tu n'es pas que sophrologue. Tu as déjà publié de nombreux ouvrages et tu interviens auprès des enfants. Nous en parlerons tout à l'heure aussi. Donc avant toute chose, je voudrais te poser la question que se posent sûrement celles et ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est la sophrologie ? Parce que c'est un mot qui est connu, mais ce que ça recouvre, on ne sait pas forcément. Alors déjà, merci. Je suis ravie d'être là aussi. Alors la sophrologie, il y a plein de définitions de la sophrologie. Quand on tape sur Internet, on va trouver plein de choses. C'est une méthode à médiation corporelle. Voilà, à médiation corporelle, c'est-à-dire que dans cette méthode, c'est une méthode d'accompagnement déjà, accompagnement à la personne. Donc on n'est pas dans quelque chose de thérapeutique. On est dans un accompagnement et elle va regrouper cette méthode quelques techniques qui sont des techniques donc du corps, comme son nom l'indique. Technique du corps, c'est-à-dire qu'on va travailler des exercices de respiration, on va travailler des exercices de mouvements doux et lents qui sont souvent issus de plusieurs types de yoga. On va travailler de la marche, qui va être, elle, issue de nombreuses formes de méditation. Et aussi de l'imagerie mentale, donc tout ce qui est visualisation dite positive. Pourquoi dite positive ? Parce qu'on va aller travailler ce qui est bon pour soi, ce qui fait du bien. Ce qui fait du bien, nos propres ressources personnelles. C'est-à-dire que la sophrologie ne va pas être une méthode prête à porter, quelque chose qu'on va appliquer à toutes et à tous, ni aux enfants ni aux adultes de manière uniforme, mais chaque personne va avoir en elle des ressources, des capacités, et la sophrologue ou le sophrologue va aider à aller chercher qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui fait partie des valeurs positives de ma vie, pour pouvoir m'y attarder et en faire quelque chose à travers des exercices qui sont des exercices tout à fait pragmatiques, puisque ce sont vraiment des techniques corporelles, donc tout à fait pragmatiques, qu'on va trouver de toutes sortes. On en parlera peut-être voilà. On en parlera tout à l'heure avec des Donc, exemples. méthode à médiation corporelle, méthode d'accompagnement à la personne et accompagnement dans des temps de vie particuliers. Ça peut être, en concernant les enfants, un changement d'école, ça peut être un divorce dans la famille, ça peut être un deuil, ça peut être une phobie scolaire, ou en tout cas un manque d'envie ou une peur d'aller dans une classe où tel, je sais pas, un camarade peut être harcèlement, ou parfois on a peur parce que les maths ça va pas et on pense que c'est même pas la peine d'y aller. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc apporter un peu de sécurité, de calme dans le corps. Et vraiment, je le dis et redis toujours, c'est vraiment une technique du corps. On va pas être tellement dans le mental. Mais en travaillant le corps, les exercices qui vont passer par le corps, on va apaiser, évidemment, on va apaiser le corps, il va y avoir une forme de relaxation qui va s'installer. Et qui dit relaxation corporelle dit aussi relaxation mentale. Et quand on est un peu plus tranquille, et le corps et le mental, on peut trouver des solutions plus adéquates pour mieux agir en fait dans sa vie, qu'on soit un enfant, un ado ou un adulte. Donc c'est vraiment la première fois qu'on m'a
parler de sophrologie, on me dit tu devrais faire de la sophrologie. Je pensais que c'était juste apprendre à respirer et se calmer avec la respiration, mais j'ai découvert que c'était bien plus que ça. C'est vraiment un ensemble de techniques d'accompagnement, comme tu l'expliquais. C'est ça. C'est la respiration qui va être travaillée conjointement au mouvement. Oui. Voilà. Et évidemment, il y a énormément de possibilités, énormément de combinaisons. Et puis, on travaille aussi en fonction de la personne que l'on a en face de nous. Et on ne travaille pas de la même manière avec, je ne sais pas, un enfant de 6 ans et un enfant de 10. On ne travaille pas avec les scolaires, un groupe, une collectivité, ou un enfant qui vient parce que timidité excessive ou terreur nocturne ou ce genre de choses. On ne va pas du tout proposer le même genre d'exercice, bien évidemment. Ça fait presque plus de 12 ans maintenant que je suis sophrologue. Et pour moi, la sophrologie, c'est un laboratoire à ciel ouvert. C'est quelque chose qui va tout le temps se travailler, tout le temps s'apprendre, se réapprendre. Donc, je suis très persuadée qu'il faut tout le temps aller de formation en formation, de spécialisation en spécialisation, de congrès en congrès, de journée professionnelle en journée professionnelle, parce que la sophrologie, c'est toujours en mouvement et on a toujours intérêt à alimenter les connaissances et à ne jamais rester sur nos acquis. Et c'est pour ça que j'adore aussi cette méthode, c'est que on peut. C'est pas figé. C'est pas du tout figé, voilà. Et puis tu l'enrichis aussi beaucoup parce que en parallèle de ta pratique en cabinet, tu interviens auprès du jeune public et des jeunes publics, puisque tu interviens en collège, tu interviens dans des festivals, avec des enfants, aussi dans des centres de loisirs avec des tout petits. Donc, en quoi ça consiste de travailler dans ce type d'environnement avec des enfants? Parce que là, alors, j'imagine tu vois des enfants en consultation, mais là, tu interviens avec des enfants qui sont dans des groupes. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu leur proposes? Alors, déjà, toutes les collectivités sont différentes. Et bien sûr, je ne vais pas du tout proposer la même chose si je suis dans un collège, si je suis dans un lycée ou dans une école. Dans quel cadre aussi? Voilà, ça va dépendre. Mettons, j'interviens dans une classe, ça va être un peu aussi à la demande des enseignantes et des enseignants. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Est-ce que, par exemple, la demande, c'est de trouver un peu d'apaisement, de calme dans le corps? C'est pour du contexte de la classe aussi. Voilà. Ou alors, c'est faites-vous plaisir, venez avec une thématique, ou parfois, on va choisir la thématique avec les enfants. C'est vrai qu'avec les petits, j'aurais tendance à beaucoup travailler des choses comme l'accueil des émotions, par exemple. Je ne vais jamais dire la gestion des émotions, parce qu'une émotion ne se gère pas. L'accueil, voilà, oui, je suis en colère, et du coup, c'est quoi cette raison d'être en colère? Pourquoi je suis en colère? Si je suis en colère, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé, et comment je vais vivre cette colère, et comment je vais faire aussi pour que si jamais elle déborde vraiment, et que cette colère me donne envie, par exemple, de jeter mon cartable au sol, ou pire encore, de donner une claque à mon voisin, à ma voisine, je vais faire autrement, avec la sophro. Alors, avec les enfants, on va travailler sur les émotions. Par exemple, je travaille beaucoup le mouvement avec les enfants, parce qu'on dit souvent aux enfants, arrête de bouger, reste immobile. Dans les classes, c'est pas du tout pour critiquer l'école, hein, c'est normal que dans une classe de 30 élèves, on ne dit pas aux enfants, faites ce que vous voulez de vos corps. Mais en même temps, quand la sophrologue, elle arrive, elle peut se permettre de dire, allez, maintenant, on bouge. Bon, j'ai un atelier qui s'appelle « Je danse ». Et tout de suite, on va passer de la marche à la danse, de la danse au tournoiement. Enfin, on va faire plein de choses. Et on va parler de tout ça. Alors, je laisse aussi beaucoup d'espace d'expression aux enfants qui ont tellement de choses à dire. Et en général, quand je suis dans des classes, ça finit toujours en poème. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les enfants ont tellement de choses à dire, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable. S'ils ne savent pas écrire, je vais l'écrire pour eux. Et ça finit en petite collection de phrases comme ça, qui est plutôt qui donne des poèmes plutôt toujours assez beaux et émouvants. Je pensais aussi aux tout petits, par exemple, quand je suis en centre de loisirs, quand les enfants ont entre 2 ans et demi et 4 ans, par exemple, il n'y a pas une demande très forte. On peut pas dire, tiens, ils ont besoin de ça. Donc, des fois, je vais venir avec, par exemple, on va imiter des animaux, on va respirer comme des animaux, ou on va prendre des postures d'animaux. Et ils adorent ça parce que ça leur apporte une espèce de manière
de mobiliser leur corps et leur respiration auxquels ils ne sont pas du tout habitués. Donc, et puis à la fin, il y a aussi beaucoup de joie qui circule et beaucoup de liberté. Il y a vraiment beaucoup de ça. Je me souviens, l'année dernière, j'étais en médiathèque, si jamais je peux le raconter là. Ah oui, avec plaisir. Et il y avait 2 enseignantes qui étaient dans une classe, les élèves avaient 7-8 ans. Et donc, on fait je ne sais plus la thématique. Ah si, la thématique, c'était aimer un verbe à vivre. Voilà. Et l'idée, c'était de dire, on dit toujours je t'aime et j'aime, voilà. Mais comment on vit cet amour-là et qu'est-ce que ça veut dire pour moi j'aime ma mère ou j'aime ma sœur ou j'aime, je ne sais pas, ma maîtresse, par exemple. Bon. Et du coup, on a travaillé sur ce sujet et on a fait des poèmes, etc. Mais on a fait aussi beaucoup de respi, beaucoup de mouvements et de relaxation dynamique. C'est un des mouvements, une des techniques qu'on a en sophrologie. Et à la fin, au moment des partages, tout le monde a dit comment je me sens. Et il y a une enseignante qui a eu les larmes qui sont montées dans ses yeux. Et elle a dit, je n'avais jamais vu mes élèves aussi libres d'être eux-mêmes. Et elle a pleuré, en fait. Et c'était, pour moi, c'était vraiment un moment de grâce parce que je me suis dit, voilà à quoi ça sert aussi la sophro. Ça sert à faire circuler la joie, bien que les enfants n'ont pas forcément toujours besoin de faire circuler la joie, parce que la joie, elle est assez intrinsèque à leur personne. Mais il y a beaucoup de contraintes quand même. Les enfants, on leur demande toujours de se tenir à carreau, on leur demande toujours de se tenir un peu, de ne pas faire de bruit, d'être sage, d'être obéissant. Il y a quand même des espèces de choses comme ça qui un peu rigides autour d'eux. Donc faire circuler la joie et puis faire circuler cette sensation de je peux mettre en mouvement mon corps, me poser où je veux. Et puis, la sophrologue me dit, si tu veux, tu peux fermer les yeux, mais si je veux, je peux les garder ouverts. Elle me dit, tu peux faire cet exercice assis, mais si je préfère, je vais me mettre debout. Puis si je veux, je vais aller me coller contre le mur là-bas. Enfin, voilà. Sans jugement. Sans jugement. Voilà, et chaque enfant est libre de faire ce qu'il souhaite, évidemment, dans un cadre posé, qui est le respect total, non pas de mes consignes, mais du voisin ou de la voisine, qu'on ne rit pas si quelqu'un prend la parole pour dire quelque chose, etc. Mais les consignes, on les pose en général en début de séance. Et c'est super aussi parce que les consignes, les élèves, quand je suis en classe, ou en collectivité, même dans des assos, les élèves adorent créer leurs propres consignes. Parce que forcément, mine de rien, ils pensent à tout, les enfants pensent à tout, même à des choses auxquelles on ne penserait pas nous. Et parfois, je m'amuse même en introduction d'une séance mais je m'égare un peu là, non, c'est à leur faire mimer les consignes. C'est-à-dire que déjà, je les mets dans le corps avant même de passer aux exercices purement de sophrologie. Ça fait partie de la séance. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la séance et ils sont surpris, quoi. Mais je ne sais pas, avec un collégien, les collégiens, ça va être téléphone portable interdit. Donc, ok, alors on fait comment pour montrer ça aux autres et pour que les autres devinent quelle est la consigne. Donc, c'est une petite introduction un peu sympa qui leur dit, vous êtes là, vous êtes dans le corps. Et maintenant, pendant 1 heure, on ne va plus être que dans le corps. Et moi, je dis toujours aux enfants, toujours, je vous demande d'être tout sauf intelligent. Arrêtez d'être intelligent. Dans ma séance, je ne veux pas que vous soyez intelligent. Je veux vous laisser parler votre corps, vos sensations, vos ressentis, vos émotions. Et c'est ça que j'attends de vous. Mais rien d'autre. Et c'est un grand soulagement. Parce que... Et oui, ils ne sont pas habitués. Je suis contente que tu aies raconté tout ça, et notamment ce que tu as raconté sur la médiathèque tout à l'heure, parce que quand tu racontes parfois sur les réseaux sociaux des expériences que tu as, moi, je suis souvent émue, aux larmes aussi, ça m'est arrivé, parce que tu arrives, les gens ne sont pas forcément très demandeurs. Des fois, on leur a imposé de faire de la sophro aux gamins. Ils disent que c'est que celle-là qui débarque. Et ça se finit parfois par des choses... super émouvant, parce que ils ont vécu un truc, ils ont vécu quelque chose, et la fois d'après, quand tu reviens, tu es vraiment accueilli. Ils savent ce qu'ils vont vivre un moment d'exception quelque part, un moment précieux qui va leur permettre de faire un petit pas de côté dans leur quotidien qui est très formaté et puis un peu anxiogène. C'est aussi exactement ça. Et en fait... je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Tout est hyper juste.
ne serait-ce que de savoir qu'il y a un moment où je ne dois rien, que je ne suis obligée de rien, que juste je suis là, telle que je suis, et que la personne qui est en face de moi me dit juste, juste respire. Respire, sens comment ça fait quand tu respires, par exemple. Sens comment ça fait quand tu respires. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Où est-ce que ça monte? Où est-ce que ça descend? Où est-ce que ça bouge? Est-ce que le ventre? Est-ce que les épaules? Rien qu'un moment comme ça, on est déjà dans une forme de sas précieux, parce que ça, et ça marche bien sûr avec les ados et les adultes aussi, hein, ça, c'est quelque chose qu'on ne nous autorise pas dans la vie de tous les jours. Mmh. Parce que même dans un transport en commun, on va être en train de réfléchir, j'ai pas fait mes devoirs si on a un enfant, ou on est tout le temps dans une espèce d'obligation. Et quand on est face dans une séance de sophrologie, et on te dit, oula, stop, on se pose et on se dépose. Rien que ça peut faire vraiment jaillir une espèce de gratitude, ah bah oui, ok, je suis bien. Ou je ne suis pas bien, mais j'ai le droit de dire que je suis pas bien. J'ai le droit d'observer que là, je suis pleine de colère ou pleine de tristesse, et que je m'oblige là depuis des jours, je sais pas, prenons un enfant de 10 ans qui ça va pas à la maison, par exemple, ça peut arriver dans toutes les familles, hein, et puis à qui on dit mais t'es grande maintenant et tu dois comprendre, et puis tu sais, c'est important, tu vas passer bientôt en 6e. Enfin, on va lui mettre toujours des pressions. Pas tout le temps et pas tout le monde, mais disons que d'une manière générale, on est toujours un peu dans la performance, et elle va arriver chez la ou le sophrologue qui va lui dire c'est ok que tu sois triste. Vas-y, dépose-toi là. Ouf. Et la gamine, elle va se mettre à pleurer. Et ça va nous faire une séance. Ouais. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Alors, à moi après de rebondir sur ces pleurs et de les accompagner, et de les accompagner avec mes mots, mais les mots qui vont correspondre à la situation du moment. Et pourquoi pas même d'inventer une petite technique là, tout de suite, pour cet enfant-là. Et que peut-être, je sais pas, ça peut être des choses aussi très poétiques, hein, laisse tes larmes couler, puis que quand tes larmes vont couler, tu imagines qu'elles coulent sur la terre, tu es dans un jardin, et ça fait monter quelque chose de fertile, un arbre qui va être encore plus beau que le jardin qui est aujourd'hui, etc., etc. Et voilà, ça, je suis en train de l'inventer. Hein. Du coup, je vais en faire un. Et la petite, elle va juste retenir, j'ai le droit de laisser couler mes larmes. Ouais. Voilà, donc ça, c'est la sophro. Ça, c'est vraiment, je dirais, tu m'as demandé en début d'émission une définition de la sophro. Je dirais, la sophro, c'est aussi... je ne voudrais pas dire le mot lâcher prise, que ça m'énerve un peu. Je pense toujours à une prise. C'est devenu très galvaudé en plus, c'est ça le problème. Mais... C'est sois qui tu es, dépose-toi. Ouais. Voilà. Pas de pression, c'est l'accueil. La sophro, c'est l'accueil de ce qui est. Voilà. Ouais. Alors, bien sûr qu'à l'intérieur de ces mots, il y a plein de choses à faire. Enfin, c'est pas juste des mots dans l'air. Parce que si on dit « sois qui tu es, accueille ce qui vient », c'est bien facile. Mais là, on va donner des techniques pour aider les enfants à accueillir ce qui est, et sans toujours vouloir que ce soit autrement. Oui. Ça rejoint l'histoire du petit garçon dont oui. dont on a parlé. Est-ce que tu peux peut-être nous la raconter? Oui. Un petit garçon avec qui... Je vais boire un petit peu. Oui, vas-y. Un petit garçon avec qui tu as travaillé. Ouais. Bon, là, par contre, c'était en séance individuelle. Mais c'est une histoire qui est aussi assez intéressante. Ouais, assez mais elle est intéressante parce qu'elle est récurrente aussi. Là, donc, ce sont des parents qui m'appellent, une maman qui m'appelle pour le petit garçon qui a 10 ans et demi et qui a des peurs nocturnes, des terreurs nocturnes, qui se réveillent donc toutes les nuits depuis des jours et des jours, je ne sais pas combien exactement, et qui ne veut pas dire ce qui se passe, qui ne peut pas dire ce qui se passe. Donc les parents sont très inquiets. Ils emmènent le petit garçon chez des psychologues, apparemment, je sais pas combien, mais j'ai cru comprendre pas mal. Et puis, ils essayent de savoir s'il y a du harcèlement à l'école, ils essayent de savoir s'il a vu un film qui lui a fait peur, qui l'a traumatisé. Et ils trouvent pas. Si, ils trouvent pas. Et l'enfant ne dit rien. Et quand j'arrive, moi, je me déplace, c'est à domicile, l'enfant ne me dit toujours rien.
Et par contre, il me prend la main pour me faire visiter sa chambre. Donc, on y va. Et donc, ça, c'était plutôt... Je me suis dit, tiens, quand même, il me fait confiance, qui était au bout de la maison. Il m'explique et je lui dis, mais raconte-moi comment tu fais, parce qu'on essaye de savoir. Hein, on essaie de savoir ce qui se produit, en fait, moi, j'essaie toujours de savoir ce qui se produit dans le corps, dans le mouvement. Je lui demande pas, par exemple, un petit garçon que je vais aller suivre en sophro, je vais pas lui demander, ah tiens, mais quand tu étais beaucoup plus petit, est-ce que tu as fait ci ou ça? Non. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais la nuit? Qu'est-ce qui se passe la nuit quand tu as peur? Montre-moi. Donc là, il me montre, il me dit, je me mets sous la couverture et je reste un petit moment. Et ensuite, je lâche la couverture et je cours dans le salon et je cours rejoindre mes parents dans leur chambre. Voilà. Donc, bon. Ensuite, la maman nous laisse sur le canapé. On est l'un en face de l'autre. Et j'ai commencé juste la séance, comme je fais souvent dans ce genre de situation, en lui expliquant qu'en fait, au fond, que c'était pas très grave de savoir pourquoi il avait peur, que même si lui ne le savait pas, ça pouvait arriver de pas savoir pourquoi on avait peur, et que juste ce qui était important, c'est qu'il avait peur, et que ces peurs-là sont des peurs très communes à plein d'enfants de tous les âges, et même à des plus grands, et même à des adultes. Et que parfois, la peur, elle vient comme ça, et qu'on n'est pas obligé toujours de vouloir, et que juste, il a peur, et que c'est comme ça une période de sa vie, et que c'était pas comme ça il y a quelques mois, et que ça sera pas comme ça dans quelques mois. C'est juste un moment de sa vie, et qu'il peut l'accepter, et que c'est pas très grave. Donc déjà, il m'a fait un sourire. J'ai vu son corps se relâcher, en fait. Parce que je pense que à ce moment-là, personne ne lui avait dit que c'était pas grave. Et il était archi tendu. Voilà. Ouais. Tout le monde lui disait, il faut que ça s'arrête, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui est logique, hein, quand on est parent. Moi, je suis sophrologue, c'est mon métier, et en plus, il y a quand même un recul, une distance. Voilà. Et tout de suite après, je lui dis, écoute, on va faire quelque chose. Si tu es OK avec ça, on va lui trouver un petit nom à cette peur. Alors, il était là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? On sentait qu'il était un peu... Et il me dit un petit nom. Je dis, oui, on va lui trouver un surnom. Comment tu voudrais l'appeler? Trouve-lui un petit truc rigolo. Et il ferme les yeux comme ça, il réfléchit, puis il fait « Monsieur Cacaproute ». Et là, c'est moi qui ai éclaté de rire. Et on a éclaté de rire tous les deux. Et il a dit, elle s'appellerait comme ça. Je dis, voilà, quand tu sens que la peur arrive, quand tu te réveilles, en fait, et parce qu'il m'a expliqué qu'il avait peur que la porte s'ouvre de l'entrée, qui était loin de sa chambre, et que quelqu'un rentre, mais ça ne s'était jamais produit. Bon, il avait inventé ça, comme beaucoup d'enfants inventent plein de choses. Et voilà. Et du coup, j'ai dit, quand tu te réveilles, tu penses, ah tiens, voilà Monsieur Cacaproute qui débarque. Donc, il m'a dit, OK, on a fait un check. Et ensuite, j'ai fait, évidemment, pour pas repartir avec juste cette petite intro, mais qui... En effet, je pense c'est vraiment ça qui a le plus fonctionné. Après, on a fait des exercices, on va dire, de respiration, de détente, puis on a fait des choses un peu joyeuses. On a appelé la maman qui était à côté, on a fait des choses avec elle, on a fait des respirations communes, etc. Et je suis partie. Et je n'ai plus entendu parler de ce petit garçon pendant 4-5 jours, ce qui était plutôt logique. Et la maman m'a écrit, c'était parti en vacances entre-temps. Et elle m'a dit, Martiala, je vous écris pour vous dire que... mon fils dort toutes les nuits depuis une semaine et qu'il ne s'est pas réveillé une seule fois. Et je suis assez persuadée qu'au-delà des techniques qui peuvent fonctionner à fond dans d'autres cas, ce qui l'a marqué, c'est cet espace pour accueillir et pour ne pas se culpabiliser, pour ne pas ajouter du poids sur le poids. Parce que quand un enfant a peur de quelque chose, il est écrasé par un poids. Mais si les adultes sont très inquiets et qu'on lui dit ça n'est pas normal, il faut absolument que voilà, ça le stresse encore plus. Ça le stresse encore plus. Ouais. Voilà. Si un enfant a peur d'un monstre et qu'il a 5 ans, il est absolument inutile de lui dire qu'il n'y a pas de monstre. En revanche, on peut faire une respiration qui serait un souffle qui va chasser le monstre avec le souffle, par exemple. Voilà. Par exemple, on va se mettre à 4 pattes. S'il dit c'est sous le lit, je te dis ça parce que je l'ai déjà fait. Donc, on va se mettre à 4 pattes sous le lit. On prend une grande inspiration. Et puis, on va souffler super fort. Et c'est l'aspirateur qui emmène le monstre à l'extérieur. Et donc, l'enfant, de toute façon, il ne l'a pas vu, le monstre. Il ne l'a pas vu avant, il ne l'a pas vu pendant, il ne le verra pas après. Et il dit, je vais enfin pouvoir dormir. Et il se recouche. Mais juste, l'adulte l'a écouté. Il n'a pas dit, il n'y a pas de monstre. Voilà. Donc, et
Et je suis aussi, au fond de moi, persuadée que ça marche exactement pareil pour les personnes adultes. Mhm. Une personne qui souffre de quelque chose, c'est qu'il y a une raison pour ça. Que la raison soit psychosomatique, soit réelle, et à n'importe quel degré, normalement, on devrait juste dire « tu ressens ça », eh ben, c'est donc légitime. Mhm. Et la sophro offre cet espace. Vraiment, elle offre cet espace. Et bien entendu qu'on ne se contente pas que de cela, mais ça fait partie vraiment du programme. Du processus. Ouais, du processus, voilà. Du processus. Voilà. Bon, alors ce que je voudrais faire maintenant, et ça c'est quelque chose que je ferai à chaque épisode, c'est demander à mon invité une technique ou une idée pour faire un peu des travaux pratiques avec les enfants qui sont autour de nous, des choses très simples qu'on peut faire chez soi sans aucun matériel, parce que j'ai envie que ça soit accessible au plus grand nombre et que même si on habite dans un 2 pièces en ville ou qu'on soit dans une grande maison à la campagne, on puisse le faire. Voilà, donc est-ce que tu pourrais nous donner 1, 2, 3, je sais que tu avais plusieurs idées, donc moi je ne vais pas te brider, si tu en as 2, 3, avec grand plaisir, des techniques très simples. Oui, voilà, des choses. De toute façon, en fait, la sophrologie, ce sont des techniques très simples, d'une manière générale. On n'a rien de compliqué. Ce sont des techniques qu'on a tendance à ne pas oublier, du coup, qu'on intègre assez vite. Et donc, auquel on peut faire appel après. On peut reproduire très facilement. Et si on ne les reproduit pas au millimètre près, ça n'a pas d'importance, en fait. Voilà. Alors, ce qui est très agréable et pratique aussi dans la sophrologie, c'est vraiment un truc que j'adore. C'est un peu comme aller faire du footing, on a besoin de rien. On a besoin de chaussures. Voilà. Et là, ça, c'est génial. Et la sophro, c'est vraiment ça. On peut la faire n'importe où. On peut la faire en voyageant dans le métro. On peut la faire en marchant dans la rue. Pourquoi pas? On peut. Bon, c'est pas très commode, mais on n'a pas besoin des fois, on me demande est-ce que vous avez besoin de tapis? Bon, non, voilà. On n'a pas besoin d'accessoires. Voilà. Ouais. Il suffit d'avoir un petit fauteuil, même une chaise. On peut le faire dans son lit avec les enfants. Toutes les techniques que je propose dans les livres se font aussi très souvent dans les lits. Et alors, ce que je vais vous montrer comme technique, on peut le faire assis ou debout. Bon, plutôt debout. Bon, enfin, ça dépend. Alors, il y a une technique que les enfants aiment beaucoup. Je l'appelle l'auto-kiff. Voilà. Tout un programme. C'est tout un programme. Alors, moi, j'ai plein d'auto de kiff. J'ai une série complète. Je vais avoir 10 auto-kiffs différents. Et celui-là, c'est un de ceux que j'aime le plus. Qui est le suivant. Alors d'ailleurs, je l'ai un peu transformé, mais je l'avais acquis, ce geste-là, qui s'appelait pas comme ça, il s'appelait le papillon, dans une de mes formations que j'avais faites avec une consoeur sophrologue que j'aime beaucoup, mais voilà, juste que, en fait, moi j'ai pas mal, j'ai pas mal utilisé les techniques que j'ai apprises. En les agrandissant, en jonglant avec, en les contorsionnant. Les customisés. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai fait beaucoup de choses comme ça, je crois comme de nombreux sophrologues. Alors, celle-là, l'auto-kiff, c'est on va, à l'inspiration, ouvrir grand nos bras, comme ça. Et à l'expiration, on va souffler et ramener la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite, en se faisant un grand câlin. Soupire. Et relâche. Alors, l'idée, c'est de faire ce mouvement 3 fois. De le faire 3 fois. Et la 3e fois, de demander à l'enfant, de proposer à l'enfant, plutôt, de s'offrir un petit compliment du jour. Quelque chose en disant tu es super gentil, tu es super beau. Donc il s'adresse à lui-même. Voilà. Tu sais super bien préparer du cake à la banane, tu es tellement gentil avec tes petits frères, je sais pas, n'importe quoi. Ou dis donc, qu'est-ce que tu es forte en maths, par exemple. On parlait des maths tout à l'heure.
Donc le dernier mouvement, le troisième, quand l'enfant va amener ses bras et s'entourer, il va s'offrir ce petit compliment. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut faire ça tous les jours, et on dit, ou 2 ou 3 fois par semaine, et on propose à l'enfant à chaque fois de se trouver un petit compliment différent. Comme ça, après, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, on a une petite collection de compliments, et on se rend compte que les enfants, en fait, ils aiment bien aller chercher ce qu'il y a de positif en eux. Et je leur dis toujours, ça peut être un tout petit compliment, ça peut être tu as bien choisi tes habits ce matin, ou je sais pas, tu sais faire tes lacets. Enfin, non, tes lacets, c'est une grande chose. Je cherche des petits, parce que pour un enfant qui apprend à faire ses lacets, mais ça peut être une toute petite chose. Tu as bien répondu à cette question en histoire, géographie. Bravo, par exemple. Hein. Et l'idée aussi, la deuxième chose importante, c'est qu'on va ouvrir nos bras à l'inspiration. Donc on ouvre les bras vers l'arrière. Voilà, vers l'arrière. On ouvre les bras grand, comme ça. Mais en revanche, quand on va les ramener le plus lentement possible, et il faut que le souffle soit le plus long possible. D'accord ? Et on se fait un câlin. Et plus mon mouvement va être lent, plus mon souffle va être long, mon expiration va être longue, plus quand je vais ramener mes mains autour de moi, je vais me sentir relâchée, relaxée. Donc c'est un peu double effet. Il y a l'idée de la relaxation du corps, et il y a le mouvement d'amour de soi et de plaisir d'être soi, pourquoi pas de se dire je suis ma meilleure pote, quoi, en fait. Et oui, et j'arrête de tout le temps me dire que je suis pas à la hauteur. Je fais plus cet exercice avec des enfants qui vont vers 8-12 ans, parce que les plus petits, eux, ils ont vraiment beaucoup plus confiance en eux en général. Oui. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Et alors, on peut le faire debout, on peut le faire assis. Pourquoi pas allongé, je n'ai jamais essayé. On peut le faire les yeux ouverts, on peut le faire les yeux fermés. Et on peut aussi, petite option, quand on est comme ça, se bercer un peu. Et rien que là, je suis en train de le faire, là, je me berce un peu, et je sens en moi quelque chose, alors qu'on est là, on est en podcast et tout, on est au boulot un peu, hein, mais je sens qu'il y a quelque chose qui dit... Ça fait du bien. Ouais. Je sens, et on le sent. De la chaleur. On le sent là. Et toujours demander à l'enfant, quand on est donc un adulte à côté et on lui propose cet exercice, comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens et où est-ce que tu le ressens. Parce que la sophro, c'est vraiment ça. Hein, c'est où est-ce que c'est calme dans mon corps, où est-ce que c'est agité, où est-ce que c'est tendu. Quand j'ai peur, ça se passe où? Est-ce que je me sens peut-être froid, je me sens les joues toutes fraîches, peut-être je sens qu'au contraire, il y a le feu qui monte aux joues, est-ce que j'ai mal à la tête, etc. etc. C'est juste récolter tout ce qui va concerner le corps. Sans jugement, toujours. Alors ça, sans jugement, on ne le dit même pas tellement. Oui, mais c'est important de le répéter. Moi, je le répète parce que c'est vrai que les enfants, souvent, quand ils grandissent, pas les petits, mais n'osent plus exprimer les choses. Voilà, sans jugement et sans chercher non plus à analyser le pourquoi du comment. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce petit garçon, c'est de dire, mais au fond, est-ce que c'est vraiment important de savoir? Parce que ce qui est important, c'est qu'un jour, tu arrêtes d'avoir peur. Oui. Parce que ça te dérange, toi, surtout. Bien sûr, ça dérange tes parents, mais c'est surtout toi que ça gêne. Et là, l'enfant entend ça, mais il se dit, tiens, ok, c'est pas faux. Super, merci déjà pour ce premier exercice. L'auto-kiff, tu m'avais parlé aussi du pantin. Alors le pantin, alors comme on est en posture assise, on va faire plutôt la boxe féroce. La boxe féroce. Alors celui-là, je l'adore. C'est aussi une de mes inventions, non-inventions, parce que comme je le dis encore, hein, on a en sophrologie un exercice qui s'appelle le karaté. Et je sais pas, j'aimais pas trop le faire avec les enfants. Et je sais pas. Du coup, je dis, attends, pourquoi le karaté? Moi, je vais faire de la boxe. Donc, la boxe, on va... Alors, encore une fois, j'explique toujours aux enfants, je pense que c'est vraiment important, si tu as de la colère en toi, c'est légitime. Ton voisin t'a piqué ta gomme, il l'a coupée en deux, il y a des raisons que tu sois en colère. T'as subi une injustice, il y a des raisons que tu sois en colère. Maintenant, la colère, elle va pas faire que tu vas aller fracasser ton poing sur un mur.
où tu vas hurler sur ton enseignante ou ton enseignant. Donc là, une fois qu'on sait que la colère, elle peut être tout à fait légitime, et elle est souvent... Je parle de colère, je pourrais parler de la tristesse ou de la peur, bien sûr. Hein. Mais là, c'est un truc surtout sur la colère, et faire descendre les tensions. Une fois que ça c'est dit, eh ben, on peut travailler autour de cette colère. Et on peut en effet la nommer, on peut lui trouver des petits noms, on peut lui trouver des couleurs, on peut lui trouver des formes. Voilà, et on peut un peu l'apprivoiser. On peut voir où elle est dans le corps aussi, parler de ça. Où est-ce que ça... Et quand est-ce qu'à quel moment je sens monter cette colère? Parce que des parents qui m'emmènent leurs enfants me disent « Oh, je me mets tellement facilement en colère. » tout. Mais qu'est-ce qui déclenche aussi? Quelles sont les prémices, etc. C'est intéressant parce que dès qu'on commence à parler de ce genre de choses, ça fait déjà... diminuer un peu l'impact. Bon, alors, on revient à l'exercice. Donc, l'exercice, c'est je serre mon poing gauche. Voilà. Je prends une grande inspiration. Je retiens l'air dans mes poumons pendant quelques instants. Donc, je me mets en apnée. Et pendant ce temps d'apnée, je vais cogner, pendant que je ne respire pas. Autant de fois que je peux, sans respirer. Dès que j'ai besoin de prendre ma respiration, je souffle. Et je relâche. Et je laisse le mouvement faire œuvre, c'est-à-dire je sens la trace du mouvement dans mon corps, peut-être le relâchement, peut-être la lourdeur. On n'est pas obligé de le faire parler l'enfant tout de suite, hein, on le laisse faire l'exercice, puis après on voit ça avec lui. Ensuite, on va faire exactement la même chose avec le poing droit. Inspire, retiens ta respiration dans les poumons, et cogne. On peut lui dire cogne, il adore parce qu'il va cogner, ou elle. Cogne, défoule ta colère, souffle et relâche. Super. Et tu le devines, la troisième fois, on va serrer les deux poings. Inspiration, rétention d'air, les poings bien serrés, et cogne, comme si on faisait de la bosse. Si on est debout, on a les jambes légèrement fléchies. Voilà, et on est vraiment en posture de boxe. Hein. Bien sûr, faire très attention, si on a plusieurs enfants dans la pièce, que les enfants non seulement ne se cognent pas, mais ne se visent pas, parce que c'est pas du tout le but. Et bien sûr que souvent, quand dans une classe, par exemple, forcément, les enfants ils vont être là, ils vont vouloir un peu... bon, alors j'ai dit non, on vise le mur. Voilà. Et l'exercice, donc, a comme avantage de pouvoir être fait n'importe quand, dès que l'enfant commence à piquer on sent qu'il va se mettre super en colère, par exemple, de lui dire, tiens, voilà ce que tu peux faire, fais-le, fais la boxe féroce. Et on peut l'appeler comme on veut, moi je me suis amusée à l'appeler la boxe féroce. Et encore une fois, double effet, détente du corps, parce que c'est fatigant. Et que l'enfant va se sentir, voilà, on peut lui faire 2-3 fois de suite. Hein. Bon, c'est un exercice que je trouve plutôt efficace. Efficace. Ouais. Et puis, encore une fois, les enfants sont contents de pouvoir s'exprimer, exprimer leurs émotions avec leur corps. Et pas nécessairement, mais pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce qui se passe? Mais écoute, il t'a demandé pardon, ça suffit, t'as pas besoin d'être en colère. En fait, t'as le droit d'être. Si, il a le droit d'être. Et puis des fois, j'ai pas envie de dire que bon, c'est pas grave. J'ai envie de dire si c'est grave. Alors évidemment, là, j'ai pris l'exemple d'une gomme, c'est un peu ridicule. Mais il y a des choses beaucoup plus graves. Quelqu'un dans une cour qui va nous faire une remarque désobligeante, je sais pas, à une petite fille, après les vacances, t'as grossi, ou genre, la gamine, elle va faire un petit coup de boxe féroce, ça va la détendre. Ça va, oui. Voilà. La soupape va un petit peu... La soupape, voilà. Ouais. Exactement. Ok, merci pour ces deux idées. Donc direct, maintenant je m'adresse à vous qui nous écoutez. Allez-y, essayez donc ça, et puis surtout sans a priori, on n'est pas dans de la performance, c'est vraiment des exercices pour se faire du bien, parce que ça marche aussi pour les adultes, je pense. Carrément. Faut pas hésiter à le faire avec les enfants qu'on a autour de nous et à qui on propose l'exercice. Et puis vous verrez que les enfants, ils ont beaucoup moins d'a priori que nous, les adultes. Hein. Donc parfois c'est intéressant de les écouter, de les regarder faire. Enfin, j'en suis sûre, c'est ce que tu ressens aussi. Je dis que les enfants ils ont la sophrologie en eux, en fait. J'allais te demander ton mot de la fin. Peut-être ça peut être ça. La sophrologie, finalement, c'est quelque chose d'assez naturel. Oui, la sophrologie, je pense que tous les enfants sont des petits sophrologues sans le savoir, et ils font de la sophro sans mettre de mots dessus, parce qu'ils s'expriment à travers
leur corps, leurs émotions. Un enfant qui est super content, il va commencer à faire des bonds. Un enfant qui est triste, il va avoir le visage crispé. Alors que nous, les adultes, on va dire, ah non, je suis content, mais calme ta joie, je vais pas le montrer. On va se mettre des barrières, alors que les enfants ne se mettent pas de barrières. Et donc, un enfant dans une classe de sophro ou dans une consultation de sophro, il est immédiatement dans la sophro. Et dans cet espace de liberté qu'est la sophro, je sais pas, si je dois avoir un mot de la fin, je dirais la sophro, quelque part, oui, c'est la liberté, la liberté d'être la personne que l'on est sans toujours vouloir être quelqu'un d'autre, ou la liberté de faire ce qu'on fait sans vouloir toujours faire quelque chose d'autre. Et puis aussi la liberté de ne pas toujours faire, mais la liberté juste d'être aussi. Voilà, je ne sais pas si c'est une conclusion très concluante. C'est une belle conclusion, et ça me permet donc de te remercier vraiment d'être venu partager avec nous ton expérience, ta passion. Et donc, je vais mettre sur le site internet, sur le blog du podcast, la liste de tous les livres que tu as publiés, mais on en a quelques-uns ici. Donc, si tu veux peut-être nous les présenter très très rapidement. Oui, donc déjà on en a 2 très jolis, très joliment illustrés par Marie Poirier, c'est ça? Alors je les présente comment je pense que oui. Alors on a Poème à murmurer à l'oreille des bébés et Pour que la nuit soit douce, qui sont pas des suites mais qui sont faits dans le même format et qui ont été écrits et dessinés à quelques années d'intervalle. Poème à murmurer à l'oreille des bébés va s'adresser plutôt aux jeunes parents, ou aux futurs parents et aux bébés. Voilà, ce sont des poèmes très sensoriels. Marie Poirier a fait les illustrations, et celui-ci, Pour que la nuit soit douce, va s'adresser beaucoup plus aux enfants plus grands. Marie Poirier aussi aux illustrations, toujours édition Les Vents Terniers, et va s'adresser aux enfants et aux parents pour que les enfants appréhendent la nuit avec beaucoup plus de sérénité et dorment mieux. Et on va être beaucoup plus dans des techniques sophro-poétiques. Alors que là, on va être plus dans des poèmes purs. Mais ici, on trouvera des poèmes aussi. C'est un petit mix. La sophro-poésie, d'ailleurs, voilà. J'aimerais beaucoup qu'on fasse un autre épisode du podcast uniquement là-dessus. Donc, il y a aussi cette idée pour apprendre à mieux respirer. Là, on va avoir des techniques de respiration qui vont être... dont le protocole est... la sophro. C'est le protocole sophro, mais je l'ai traversé avec uniquement des exercices de respiration. Comme quoi, on peut faire beaucoup de choses en sophrologie. Donc, et des exercices de respiration qui sont tout courts, très courts, et qu'on peut très facilement s'approprier. Parce que souvent, les exercices de respiration, moi, des fois, je trouve ça très compliqué, en fait, à mettre en place. Là, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit vraiment ultra simple et plutôt créatif. Donc, Marcella, merci encore. Merci également. Merci d'avoir été à mes côtés pour ce premier épisode. Et merci à toutes et à tous qui nous avez écoutés. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que nous en avons eu à le réaliser. Donc, si vous l'avez aimé, bien sûr, ça serait formidable que vous le disiez sur les réseaux, que vous nous mettiez des commentaires, des étoiles. Et puis, ça serait aussi génial que vous le partagiez avec des personnes qui peuvent être intéressées dans votre entourage. Bien, à très bientôt pour un 2e épisode. Merci à tous de nous avoir suivis.